Saviez-vous qu'il existe un animal capable de naître dans les profondeurs d'une mer sans côte, de voyager des milliers de kilomètres jusqu'aux rivières et lacs de continents lointains, d'y vivre pendant des décennies, puis d'entreprendre un voyage de retour vers ce même point exact de son origine pour y frayer une seule fois et mourir? Ce n'est pas l'intrigue d'un film de science-fiction, mais la réalité étonnante et encore énigmatique du voyage des anguilles, une odyssée biologique qui défie notre compréhension et que nous allons décrypter aujourd'hui dans Explorando. Au cœur de cette migration épique se trouve un lieu aussi mystérieux que vital, la mer des Sargasses. Ce n'est pas une mer comme les autres, c'est la seule mer au monde qui n'a pas de côte terrestre. Ses limites sont définies uniquement par les puissants courants océaniques qui l'entourent, formant un immense tourbillon dans l'Atlantique Nord. À l'ouest, elle est bordée par le courant du Golfe, au nord par le courant de l'Atlantique Nord, à l'est par le courant des Canaries et au sud par le courant équatorial nord. Dans cette vaste région flottent d'immenses quantités de sargasses, un type d'algues marines qui forment des tapis complexes à la surface, créant un écosystème unique et un refuge pour une diversité de vie marine. Mais pour les anguilles, la mer des Sargasses est bien plus qu'un écosystème. C'est leur berceau, le lieu où la vie commence et où, après un effort titanesque, elle culmine. Pour l'anguille européenne, l'Anguilla anguilla, et sa cousine du continent américain, l'Anguilla rostrata, cette mer des Sargasses, située à l'est des Bahamas et au sud des Bermudes, est le point névralgique de leur existence. Pendant des siècles, l'origine des anguilles fut l'un des grands mystères de la biologie. Personne ne savait où elles frayaient ni comment elles se reproduisaient. Aristote, le grand philosophe grec, croyait que les anguilles naissaient de la terre, de ce qu'il appelait les entrailles de la terre. Même au 19e siècle, des théories farfelues affirmaient qu'elles jaillissaient de la rosée ou des crins de cheval tombés dans l'eau. L'énigme persista pendant des millénaires. La première piste significative apparut à la fin du 19e siècle. Un jeune scientifique italien nommé Giovanni Battista Grassi, en 1897, découvrit d'étranges larves transparentes en forme de feuilles, qu'il nomma Leptocephalus brevirostris, signifiant tête fine et nez court. Initialement, ces larves furent classées comme une espèce indépendante, tant elles étaient différentes des anguilles adultes. Cependant, Grassi observa comment ces larves se transformaient progressivement en petites anguilles transparentes à mesure qu'elles s'approchaient des côtes. Ce fut le premier lien crucial. La véritable révélation vint de l'océanographe danois Johannes Schmidt. Entre 1904 et 1922, Schmidt entreprit une série d'expéditions océanographiques sans précédent, traînant des filets à différentes profondeurs et sur de vastes étendues de l'Atlantique. Sa méthode fut méthodique et brillante. Il collecta des milliers de larves d'anguilles, les leptocéphales, et les mesura avec précision. Il observa que les larves les plus petites et les plus jeunes se trouvaient toujours dans une région spécifique de l'Atlantique Nord, celle que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de mer des Sargasses. Plus il s'éloignait de cette zone, plus les larves étaient grandes. Cette observation lui permit de déduire, avec une logique implacable, que la mer des Sargasses était le lieu de naissance des anguilles européennes et américaines. Ce fut l'un des plus grands exploits de l'océanographie du XXe siècle, une odyssée scientifique qui dura près de 2 décennies. Alors, comment est ce cycle de vie si extraordinaire? Il commence, comme nous l'avons déjà dit, dans les profondeurs de la mer des Sargasses, à des centaines de mètres sous la surface. On estime que les anguilles adultes, qui ont déjà cessé de se nourrir et vivent de leurs réserves de graisse, descendent à ces profondeurs pour se reproduire. Une seule femelle peut libérer plusieurs millions d'œufs. Certaines études suggèrent jusqu'à 20 millions d'ovules. La fécondation est externe et de ces œufs naissent les minuscules larves leptocéphales qui mesurent à peine quelques millimètres à l'éclosion. Ces larves sont des créatures fascinantes. Elles sont extrêmement minces et transparentes, presque invisibles dans l'eau, ce qui leur offre un camouflage exceptionnel face aux prédateurs. Leur corps est plat et allongé, en forme de feuille de saule, et leurs organes internes sont si réduits qu'elles ressemblent à peine plus qu'à un fil transparent avec 2 petits yeux. Contrairement à d'autres larves de poissons qui ont une bouche bien définie, les leptocéphales possèdent une bouche minuscule et un système digestif rudimentaire. Elles se nourrissent de neige marine, une suspension de débris organiques, de microplancton et de petits organismes qui flottent dans la colonne d'eau. Ce régime alimentaire à faible énergie est suffisant pour soutenir leur croissance lente pendant le long voyage.
Poussés par les courants océaniques, en particulier la puissante courant du Golfe, les leptocéphales entament leur voyage monumental vers les côtes d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour l'anguille européenne, ce voyage peut durer entre 2 et 3 ans, couvrant une distance de plus de 5000 km. Pour l'anguille américaine, le trajet est plus court, d'environ 1 à 2 ans, en raison de la distance plus courte jusqu'à la côte. Pendant ce temps, les leptocéphales grandissent, atteignant une taille de 5 à 10 cm. Leur forme de feuille leur permet de tirer le meilleur parti des courants, économisant de l'énergie pour ce qui est à venir. C'est un voyage passif, une dérive lente mais constante à travers un océan immense. En s'approchant des plateformes continentales, les larves subissent l'une des métamorphoses les plus spectaculaires du règne animal. Leur corps se contracte, devient plus cylindrique et acquiert la forme familière d'une petite anguille, bien qu'encore complètement transparente. À ce stade, elles sont connues sous le nom d'anguilles de verre ou civelles. Elles mesurent entre 5 et 10 cm de long et leur transparence est telle qu'il est possible de voir à travers elles. Cette transparence continue de leur offrir une excellente protection contre les prédateurs lorsqu'elles traversent les eaux côtières qui peuvent être beaucoup plus dangereuses que l'océan ouvert. L'entrée des anguilles de verre dans les estuaires et les rivières est un moment critique de leur cycle de vie. C'est alors qu'elles passent d'un environnement salin à un environnement d'eau douce ou saumâtre, et leur métabolisme doit s'adapter à cette transformation. Certaines anguilles de verre restent en eau saumâtre, mais la plupart entament une migration ascendante vers l'amont des rivières. C'est le premier moment où elles commencent réellement à nager activement et à défier les courants. Au fur et à mesure qu'elles remontent la rivière et s'installent dans leur nouvel habitat, les anguilles de verre développent une pigmentation. Leur peau s'assombrit et elles deviennent plus opaques. À ce stade, elles sont appelées anguilles jaunes, en raison de la coloration jaunâtre de leur ventre. C'est la phase de croissance et d'alimentation. Les anguilles jaunes sont des prédateurs nocturnes voraces, avec un régime alimentaire diversifié qui comprend des insectes aquatiques, de petits crustacés, des mollusques, des vers, des grenouilles et d'autres poissons. Elles se cachent pendant la journée dans les fissures, sous les rochers, dans la boue du lit de la rivière ou parmi la végétation aquatique. Les anguilles jaunes passent la majeure partie de leur vie en eau douce ou saumâtre, grandissant et accumulant des réserves d'énergie. La durée de cette phase varie énormément en fonction de facteurs tels que la disponibilité de la nourriture, la température de l'eau et le sexe de l'anguille. Les mâles mûrissent généralement plus vite et sont plus petits, passant entre 5 et 9 ans en eau douce. Les femelles cependant grandissent beaucoup plus et peuvent rester dans les rivières et les lacs pendant une période beaucoup plus longue, parfois plus de 20 ans, et des cas d'anguilles en captivité ayant dépassé 50 ans ont même été signalés, bien que cela soit exceptionnel dans la nature. Plus elles passent de temps dans cette phase, plus elles deviennent grandes et grosses, accumulant les réserves de graisse vitales pour leur futur voyage. Et puis, après des années, voire des décennies de vie en eau douce, vient le moment de la deuxième grande métamorphose, la transformation en anguille argentée. Ce changement marque le début de la préparation pour la migration de retour vers la mer des Sargasses. L'anguille argentée subit une série de changements physiologiques étonnants qui l'adaptent à la vie en océan profond et aux longs voyages sans nourriture. Ses yeux grandissent significativement, s'adaptant à la vision dans les profondeurs marines avec peu de lumière. Sa peau s'épaissit et prend une coloration argentée brillante sur les flancs et le ventre, tandis que son dos s'assombrit, une pigmentation qui leur offre un camouflage dans les eaux océaniques. Ses nageoires pectorales s'agrandissent et deviennent plus pointues, améliorant leur capacité de nage sur de longues distances. Intérieurement, des changements drastiques se produisent également. Le système digestif de l'anguille argentée dégénère presque complètement, ce qui signifie qu'elle cesse de se nourrir entièrement. À partir de ce moment, elles subsistent exclusivement des vastes réserves de graisse qu'elles ont accumulées pendant leur stade d'anguille jaune. Une réorganisation des organes reproducteurs se produit également, qui commencent à mûrir. L'anguille devient sexuellement mature seulement lorsqu'elle atteint les eaux de la mer des Sargasses. Ce processus d'argenture ne se produit pas d'un coup, mais est graduel, et les anguilles se préparent pour leur voyage en accumulant plus de graisse que jamais, pouvant constituer jusqu'à 1/3 de leur poids corporel. La migration de retour est peut-être la partie la plus énigmatique et héroïque de tout le cycle. Les anguilles argentées quittent les rivières et les estuaires pendant les nuits d'automne, souvent lors de la nouvelle lune, profitant des niveaux d'eau plus élevés ou des pluies qui favorisent leur départ. Elles se dirigent vers l'océan, plongeant à des profondeurs considérables pour éviter les prédateurs et pour profiter des courants océaniques à différents niveaux. Il a été documenté qu'elles nagent à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres pendant la journée, ne remontant vers des couches plus superficielles que pendant la nuit. L'ampleur de ce voyage est stupéfiante. Les anguilles européennes, par exemple, doivent traverser le vaste Atlantique, une distance de plus de 5000 km, lors d'un voyage qui peut durer plusieurs mois, entre 6 et 18 mois.
Et elles le font sans se nourrir, naviguant avec une précision étonnante vers un point relativement petit dans l'immense océan. Comment y parviennent-elles? C'est l'une des plus grandes énigmes que les scientifiques tentent encore de percer. Les théories suggèrent qu'elles utilisent le champ géomagnétique de la Terre comme une boussole interne. On pense aussi qu'elles pourraient s'orienter grâce à des signaux olfactifs ou même à la position des étoiles et du Soleil, bien que cela soit plus difficile à prouver pour un animal qui nage à de grandes profondeurs. La capacité à détecter des variations subtiles de la salinité et de la température de l'eau pourrait également jouer un rôle. Pendant longtemps, la preuve définitive que les anguilles adultes retournaient à la mer des Sargasses est restée insaisissable. Il était presque impossible de suivre un animal nageant à de grandes profondeurs à travers un océan si vaste. Ce n'est qu'au cours des dernières années, avec l'avancée de la technologie des balises satellitaires et acoustiques, que nous avons commencé à obtenir des preuves directes. Une étape cruciale a eu lieu en l'an 2016, lorsqu'une équipe de scientifiques a réussi à suivre pour la première fois un groupe d'anguilles européennes argentées équipées d'émetteurs. Les données ont montré que certaines d'entre elles ont réussi à atteindre la région de la mer des Sargasses, confirmant finalement l'hypothèse de Schmitt près d'un siècle plus tard. Cependant, la recherche a également révélé que de nombreuses anguilles ne parviennent pas à achever le voyage. Les balises se détachent ou cessent de transmettre, et les défis du voyage sont immenses. Les températures froides de l'Atlantique Nord, le manque de nourriture, la prédation par de grands poissons et mammifères marins et la nécessité de maintenir une trajectoire constante vers le lieu de ponte rendent le taux de succès incertain. Malgré tout, celles qui y parviennent se rassemblent dans la mer des Sargasses pour le rituel final de leur vie. Une fois là-bas, elles fraient et, épuisées par l'effort monumental, meurent. Leur héritage, ce sont les millions d'œufs qu'elles libèrent, perpétuant le cycle de vie et l'espèce, une histoire de résilience et de destin biologique qui se répète génération après génération. Malheureusement, cette incroyable odyssée est en danger. Les populations d'anguilles, tant l'européenne que l'américaine et la japonaise, ont connu un déclin drastique au cours des dernières décennies. On estime que la population d'anguilles européennes a diminué de plus de 90% dans certaines zones depuis les années 1980. Les causes sont multiples et complexes, reflétant l'interaction de l'activité humaine avec un cycle de vie si particulier et vulnérable. L'une des principales menaces est l'altération et la perte d'habitat. Les anguilles jaunes ont besoin de rivières et de zones humides saines pour grandir. Cependant, la construction de barrages et de barrières dans les rivières, la canalisation, l'assèchement des zones humides pour l'agriculture ou le développement urbain et la pollution des eaux douces ont détruit ou dégradé de vastes étendues de leur habitat de croissance. Les barrages, en particulier, sont un obstacle infranchissable pour les civelles qui tentent de remonter les rivières et pour les anguilles argentées qui tentent de descendre vers la mer. Un grand nombre d'anguilles meurent en passant par les turbines des centrales hydroélectriques. La surpêche est un autre facteur dévastateur. Pendant des décennies, les civelles, ces jeunes anguilles transparentes qui atteignent les côtes, ont été très prisées, particulièrement sur les marchés asiatiques où elles sont considérées comme un mets délicat. Leur prix peut atteindre plusieurs milliers d'euros par kilogramme sur le marché noir, ce qui alimente une pêche illégale et non durable. Bien qu'il existe des réglementations et des quotas, la pression sur ces minuscules anguilles reste énorme et chaque civelle capturée est une anguille de moins qui atteindra le stade adulte pour se reproduire. La pêche des anguilles jaunes et argentées adultes contribue également au problème, réduisant le nombre d'individus capables d'initier la migration de reproduction. Le changement climatique joue également un rôle croissant. Les anguilles dépendent de courants océaniques spécifiques, comme le Gulf Stream, pour leur voyage larvaire. Des altérations dans la force, la direction ou la température de ces courants, dues au réchauffement climatique, pourraient désorienter les leptocéphales, les empêchant d'atteindre les côtes à temps ou dans des conditions adéquates. De plus, l'augmentation de la température de l'eau douce peut affecter leur croissance et leur métabolisme durant la phase d'anguille jaune, et des changements dans la salinité des estuaires peuvent rendre difficile l'adaptation des civelles. Un parasite invasif, le nématode de la vessie natatoire Anguillicola crassus, originaire des anguilles asiatiques, a décimé les populations d'anguilles européennes et américaines. Ce parasite endommage la vessie natatoire, un organe essentiel pour le contrôle de la flottabilité chez les poissons, ce qui rend difficile pour les anguilles argentées de réguler leur profondeur pendant la migration océanique, réduisant drastiquement leurs chances d'atteindre la mer des Sargasses.
Les maladies et l'exposition à des contaminants tels que les composés de biphénylpolychloré et les dioxines affaiblissent également leur système immunitaire et affectent leur capacité reproductive. Face à cette situation complexe, diverses mesures de conservation ont été mises en œuvre. Au niveau international, l'anguille européenne a été incluse à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue sous le nom de CITES, en 2007. Cela réglemente strictement son commerce, exigeant des permis pour l'exportation et l'importation et interdisant le commerce des civelles capturées dans l'Union européenne. L'Union européenne a établi des plans de rétablissement qui incluent des interdictions de pêche, des quotas et des mesures pour permettre le passage des anguilles au niveau des barrages fluviaux. Une stratégie cruciale est la construction de passes à anguilles ou de passes à poissons au niveau des barrages et autres infrastructures fluviales. Ces dispositifs permettent aux anguilles, tant aux civelles qui remontent qu'aux anguilles argentées qui descendent, de contourner des obstacles qui seraient autrement infranchissables, facilitant ainsi leur accès à des habitats vitaux. Des programmes de repeuplement sont également mis en œuvre, consistant à libérer des anguilles élevées en captivité ou transférer de zones de surabondance vers des zones où les populations sont diminuées, bien que cela soit une mesure palliative et non une solution à long terme si les causes fondamentales du déclin ne sont pas abordées. La recherche scientifique reste fondamentale. Les scientifiques continuent de travailler pour mieux comprendre les routes migratoires exactes des anguilles argentées dans l'océan, leurs mécanismes de navigation et les facteurs qui affectent leur survie dans les profondeurs marines. Chaque nouvelle découverte est une pièce de plus au puzzle qui nous aide à comprendre comment mieux protéger ces créatures. Le suivi des populations, l'évaluation de l'impact des parasites et des polluants et l'étude de la manière dont le changement climatique affecte leur cycle de vie sont des domaines de recherche actifs. L'histoire de l'anguille est un puissant rappel de l'interconnexion de nos écosystèmes. Un petit poisson qui naît dans une mer sans côte et qui voyage à travers les continents nous montre la fragilité de la vie sauvage face à la pression humaine. Sa survie ne dépend pas seulement de la protection dans les rivières, ni seulement dans les océans, mais d'une gestion intégrée qui englobe tout son cycle de vie, de la mer des Sargasses aux affluents d'eau douce les plus reculés. C'est une histoire de résilience étonnante, d'un instinct de survie qui pousse ces créatures à entreprendre des voyages épiques, d'une détermination qui les mène à travers des milliers de kilomètres d'océans ouverts et de courants impétueux. Leur voyage est un témoignage vivant des merveilles de l'évolution et de la diversité biologique qu'il nous reste encore à comprendre et à protéger. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une anguille, souvenez-vous de son incroyable voyage. Imaginez sa détermination à nager à contre-courant, sa transformation de larve transparente en prédateur dans les rivières et son retour, poussé par un instinct ancestral, vers un point inconnu dans le vaste océan pour donner vie à la prochaine génération. Si cette histoire vous a autant fasciné que nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures, mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et laissez-nous un commentaire en nous racontant ce qui vous a le plus surpris dans l'incroyable odyssée des anguilles. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que plus de gens découvrent les mystères que recèle notre planète.